Bonsoir et bienvenue dans cette série estivale d'À bon entendeur. Depuis une semaine maintenant, nous sommes confortablement installés ici au camping de Vidy. À été particulier, situation particulière. Pour la première fois depuis bien longtemps, ce camping a attiré de nombreux Suisses qui, comme nous, ont posé leur tente ou leur caravane. Alors vous voyez, notre caravane est grande, elle est spacieuse, elle est confortable, mais elle n'a que 2 roues. Et c'est avec les 4 roues qu'À bon entendeur entretient une longue histoire d'amour et de désamour. Prix des réparations, crash test, sécurité et fiabilité des modèles, notre magazine a mis depuis des années les mains dans le cambouis. Alors ce soir, je vous propose d'ouvrir le capot de la mémoire avec cet inventaire des préoccupations et des coups de sang des automobilistes de l'époque. Claudio Personeni a mis pour nous le nez dans les archives. Le 19 janvier 1976, À bon entendeur consacre sa première au prix des garages. À cette époque, la voiture est encore un symbole de liberté et de statut social. Pour ABE, c'est surtout un objet de consommation qui tombe souvent en panne. Mais peut-on faire confiance à son garagiste? Les consommateurs ont déjà leur petite idée. Vous faites confiance aux garagistes en général? Oh, c'est un peu mitigé, je dois dire. Vous savez, c'est tout suivant le garage que vous avez à faire, mais bien souvent, ça ne correspond pas au travail effectué. Un petit garagiste plus qu'un gros garage. Si vous faites réparer un alternateur et qu'on vous présente une facture de 200 francs, comment voulez-vous contrôler si elle correspond à quelque chose d'objectif ou pas? Ça me paraît difficile. C'est matériellement guère possible. Il faut que nous, consommateurs, nous apprenions à nous défendre en appliquant certaines règles. Voilà comment nous devons procéder quand nous entrons dans un garage. N'acceptez pas n'importe quel devis. Celui-ci ne veut absolument rien dire. Ce devis-là, au contraire, a été établi avec sérieux. Il indique en détail les réparations à faire et le coût du travail. Si vous contestez ce devis alors que votre voiture est déjà démontée, il vous sera difficile d'aller chercher ailleurs un devis moins cher. Il ne vous restera que 2 solutions. Ou faire contrôler le devis chez l'agent de votre marque, ou demander l'avis d'un expert. Mais l'expertise vous coûtera entre 50 et 150 francs. Bonsoir. À l'occasion du Salon de l'Auto de Genève, nous allons parler de 3 aspects concernant la voiture et vous donner des indications qui vous aideront à mieux vous y retrouver. 3 ans plus tard, toujours ces fichues pannes, mais classées par fréquence et marque de voiture, toujours selon le Touring Club Suisse. Voici comment se classent les 17 marques les plus vendues en Suisse et qui représentent les 90% du marché. Pour chaque marque, nous vous indiquerons combien, sur un total de 1000 voitures, sont tombées en panne. Bien sûr, la probabilité de panne n'est pas le seul critère d'achat d'une voiture. Il y a aussi le coût, l'entretien, la consommation, le confort, la sécurité et le goût de chacun. Mais la panne est un indice important de la qualité d'une voiture. En 1981, nouvelle technique. Puisque les consommateurs ne font toujours pas confiance à leurs garagistes, ABE change de méthode et tente le test de la fausse panne. Une bougie défectueuse et c'est un test qui roule. N'importe quel mécanicien automobile peut et doit trouver cette panne en un instant. Il peut ensuite très facilement réparer. Il lui suffit pour cela de redresser l'électrode de la bougie fautive. Cela lui prendra 3 minutes. Combien allez-vous devoir payer? Pour une même panne, le prix variera d'un garage à l'autre. Une variation de combien? Eh bien, pour le savoir, nous avons tenté une expérience dans 11 villes de Suisse romande. Bien sûr, c'est un seul et même enquêteur, en l'occurrence une enquêtrice, qui s'est présentée dans chacun des garages qui ont été soumis à cette expérience. Résultat, une variation de prix de 0 à 75 francs. Effectivement, on a raison de se méfier. Cette petite supercherie va rester un classique d'ABE. L'émission va aussi l'employer pour les 2 roues, les carrosseries et puis les garages rapides sans rendez-vous, comme ici en l'an 2000. Toujours la même méthode.
Bonsoir, c'est une émission spéciale que je vous propose ce soir pour vous dévoiler tout ce qu'on ne vous dit pas sur les entrailles de votre voiture, sur les modes de production et le toyotisme, comme certains l'appellent. Tout cela pour comprendre les contraintes et les risques que prend aujourd'hui l'industrie automobile, des risques qu'elle vous fait prendre aussi quand, par exemple, une pédale d'accélérateur se bloque parce qu'il y a un défaut de fabrication. Ces dernières années, de nouvelles pannes sont apparues dans nos voitures. Il y a les énervantes pannes électroniques et informatiques posées par la complexité croissante de nos véhicules. Et puis, il y a aussi la multiplication des rappels lorsque le constructeur considère qu'une pièce est potentiellement défectueuse. D'accord, pour le fabricant, c'est un bien, parce que ça permet de prévenir les pannes et les accidents. Mais pour les automobilistes, c'est assez irritant. S'il y a un rappel, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, c'est ça qui me gêne. Si j'ai acheté cette voiture neuve, c'est pas pour être rappelé tous les 6 mois. Pour Jean-Marie Mortier, expert pour la plus grande organisation de consommateurs européenne, dire qu'un rappel est un bien, c'est avant tout de la communication. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que le fabricant Toyota, Renault, Peugeot livre une voiture sûre, une voiture fiable et que l'on ne demande pas aux consommateurs, premièrement, d'être testeur de la voiture quand elle sort, secondement, d'être cobaye qui peut risquer sa vie si les pièces sont défectueuses. Nous avons profité de notre présence au camping pour montrer les archives à quelques résidents. Profitez aussi de recueillir leurs réactions face aux pratiques et tendances de l'époque. Suzy Barbet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous habitez aussi ici au camping. Oui, c'est ça. On a entendu dans le reportage à l'époque, la voiture était un symbole de liberté et de statut social. Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, je pense un peu plus pour ces messieurs que pour les femmes. Et puis moi, je suis piétonne heureuse depuis quelques années déjà. Je n'ai plus besoin, disons. Mais j'ai eu de belles voitures, oui. J'ai eu du plaisir avec. On a vu, à l'époque en tout cas, c'était difficile de faire confiance à son garagiste. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé un peu? Je pense un petit peu, oui, parce qu'à l'époque, cette génération où nous sommes, on faisait confiance à son garagiste parce qu'on se topait la main, on savait ce qu'il allait faire et qu'il allait faire comme il faut. Et puis à présent, on se méfie peut-être un petit peu plus. Ouais. Pourquoi? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est plus compliqué parce que à comprendre. le monde, il est plein d'arnaques dans tous les domaines. Et puis. Et vous avez l'impression que dans ce domaine-là, il y a plus d'arnaques? Je ne sais pas, on a entendu parler de ces tricheries et tout. Moi, ça ne m'a pas touchée parce que je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Mais on se pose quand même des questions, disons. Des questions qu'on ne se posait pas avant. Merci beaucoup, Suzy Barbet. De rien. Nadia Guerci, bonsoir. Bonsoir. Alors vous habitez ici au camping, ça tombe bien, vous êtes garagiste et il y a quelque chose qui vous a fait réagir puisque vous vous souvenez très bien de cette fausse panne en 1981, elle avait fait beaucoup parler d'elle dans le milieu. Oui, tout à fait, on en a parlé avec beaucoup de copains garagistes aussi. Et puis voilà, donc le résultat de cette panne, on trouvait bizarre que l'électrode soit écrasée alors qu'il n'y a pas lieu d'être écrasé, donc, mais sur le moment, on ne s'est pas dit tiens, quelqu'un l'a fait. Donc on a regardé et tout. Maintenant, il y a deux possibilités. C'est ou bien quelqu'un l'a écrasé, on le redresse, on la remet, ou il s'est écrasé par rapport à un problème survenu dans le moteur qui aurait été tapé sur l'électrode. Bon, justement, c'est le principe de la fausse panne. Ce qui vous a dérangé, c'est que vous êtes senti floué un petit peu? Oui, en tant tout à fait, oui. On dirait qu'on veut nous blouser, en fait, nous tester. Ok. Voilà, oui. Pourquoi est-ce que c'est difficile encore aujourd'hui de faire confiance à son garagiste? Alors, c'est difficile, ça dépend. Pour moi, c'est pas difficile, vu que je suis garagiste, déjà. Et vos clients vous font confiance? Mes clients me font confiance, tout à fait. C'est des clients, ça fait très longtemps que j'ai les mêmes clients. J'ai les parents et les enfants des clients. Puis après, c'est de bouche à oreille aussi. Donc, j'ai aucun problème de confiance. Et vous faites des devis? Je fais pas de devis. Par téléphone, mais jamais par écrit. D'accord. Je n'ai pas besoin. D'accord. Merci beaucoup, Nadia Guerci. Merci. La grande préoccupation des automobilistes, c'est évidemment la sécurité. Grâce à plusieurs associations de défense européenne des consommateurs, les crash tests indépendants se sont multipliés. Ils ont forcé les constructeurs à revoir leur modèle et à augmenter la sécurité. À bon entendeur a suivi de près cette évolution. L'émission a même inventé un crash test virtuel. Regardez.
En 1981, un bon entendeur décide de réfléchir à la sécurité des automobiles de petite dimension. Il faut dire qu'à cette époque, après les deux crises du pétrole de 73 et 79, les petites voitures ont le vent en poupe. Chaque année, tandis que le prix de l'essence augmente, la part des petites voitures par rapport à l'ensemble du parc automobile augmente elle aussi. Et c'est normal puisque les petites voitures, moins gourmandes que les grandes, sont désormais aussi rapides et aussi nerveuses. Seulement voilà, que se passerait-il, que se passera-t-il en cas d'accident? Une enquête réalisée avec Daniel Stons. Ce jour-là, Daniel Stons, jeune ingénieur arrivé de Belgique, invente le crash test virtuel. Regardez bien, cela ne va pas aller très vite. Malgré la hauteur du châssis de cette semi-remorque, une barre anti-encastrement a été prévue. En cas d'accident, elle se trouvera à la hauteur du pare-choc de l'automobile et évitera ainsi à l'habitacle d'être touché, voire déformé. C'est donc à l'automobiliste de savoir, à consommation égale, s'il préfère une petite voiture rapide, nerveuse, ou une voiture un peu plus grosse, avec un vrai capot avant et un vrai coffre arrière, quitte à ce que les vitesses soient plus modestes et les reprises moins puissantes. Bref, c'est à vous de choisir. 8 ans plus tard, un bon entendeur ne casse toujours pas les voitures, mais tente de découvrir si le 4x4 et l'ABS sont un plus en matière de sécurité sur une route à la fois enneigée et détrempée. L'ABS, oui, mais en virage, ce n'est pas forcément évident. Pour résumer, le 4x4 n'apporte aucune sécurité supplémentaire et même le système de freinage ABS peut être pris en défaut dans des conditions particulièrement difficiles. La première image de crash test à bon entendeur, c'est en 1993. À l'époque, on commence à parler de ce drôle de coussin gonflable, l'airbag. Comme promis, voici le crash test de voiture. Et puis les années suivantes, les crash tests s'enchaînent à ABE. Réalisés par Euro NCAP, une émanation des organisations de consommateurs européennes, leurs notes jouent un rôle d'aiguillon vers les constructeurs pour la généralisation des systèmes de sécurité modernes. Et on en froisse de la tôle. Petites voitures, voitures familiales, monospace contre un mur ou les unes contre les autres. On est toujours mieux protégé dans une grosse voiture que dans une petite. En principe, oui, le poids est toujours un avantage. Cela veut dire que pour les petites voitures, il faut compenser ce handicap du faible poids par un sérieux renforcement des systèmes de protection. Les ceintures de sécurité, les airbags, tout doit être beaucoup mieux fait dans les petites voitures et on a prouvé que c'était possible. Il est vrai qu'après le choc, on voit que la caisse de la petite Cratch est intacte. Sa rigidité a protégé ses passagers d'une manière aussi efficace que le poids de la Laguna a épargné les siens. La sécurité maximale, c'est donc possible. Reste encore à le vouloir. Dans un des derniers crash tests diffusés par ABE, une VW Fox, la version brésilienne et la version européenne sont toutes deux fabriquées au Brésil. Mais leurs équipements diffèrent. Après le même choc, les occupants de la version européenne survivent, mais dans le véhicule brésilien, pourtant plus cher, ils meurent. On construit dans un pays où on pourrait faire bénéficier les Brésiliens de toute la technologie nécessaire, existante, appliquée pour l'Europe, et finalement, la vie au Brésil a moins d'importance que la vie en Europe. Triste constat qui avait fait réagir jusqu'à Bruxelles. Volkswagen avait alors réussi à échapper à la justice, même si plusieurs associations de consommateurs avaient déposé des réclamations. Si la sécurité reste la préoccupation essentielle des automobilistes, la pollution et la consommation vont en devenir d'autres. À bon entendeur s'en est fait régulièrement l'écho à travers de tests de consommation réelle des véhicules et d'émissions de gaz polluants. Mais dans les 10 dernières années, le plus gros scandale sanitaire et industriel du monde automobile reste le Dieselgate, le scandale des moteurs truqués. Le groupe VW a été le premier à être pris la main dans le sac, c'était en septembre 2015. Pour passer les tests d'homologation aux États-Unis,
le constructeur allemand a utilisé un logiciel truqueur pour réduire les émissions de dioxyde d'azote de ses moteurs diesel. Il a aussi admis avoir indiqué de fausses quantités de gaz carbonique émis par 9 modèles 2016 de marque VV, soit 36 000 véhicules. Au total, près de 11 millions de voitures sont concernées par ces deux scandales, dont près de 130 000 en Suisse. Pour les diesels, ce sont des modèles de VV qui sont concernés, mais aussi des Audi, des Skoda, des Seat et même des Porsche, toutes des marques du groupe allemand. En fait, de diesel propre, c'est plutôt le contraire. Grâce à quelques lignes de code fournies par l'équipementier Bosch, l'ordinateur de gestion du moteur est capable de déceler si la voiture subit un test ou non, en analysant notamment l'angle du volant, l'ouverture ou non du capot, ainsi que la vitesse du véhicule. Lorsque le test est décelé, les équipements anti-pollution sont activés. Ils sont par contre désactivés dès que la voiture sort du laboratoire. En conduite réelle, la voiture émet ainsi jusqu'à 40 fois plus d'oxyde d'azote que ce qui est autorisé. Entre amendes et mise en conformité de ces véhicules, l'affaire Volkswagen lui aura coûté à ce jour plus de 30 milliards de francs, avec des procès toujours pendants en 2020, soit 5 ans après. Depuis l'éclatement du scandale VV, les méthodes douteuses d'autres constructeurs auront aussi été mises au jour. C'est que des largesses par rapport à la réalité, les constructeurs automobiles en prennent depuis des lustres. En 2014 déjà, un an avant le scandale VV, ABE mettait sérieusement en doute les consommations et rejets annoncés par les constructeurs. En cause, les tests eux-mêmes. Le problème, c'est que le cycle de test d'homologation utilisé par les constructeurs de voitures et par l'Union européenne n'est pas suffisamment réaliste et sous-estime systématiquement la consommation et les émissions des voitures par rapport à une utilisation normale. C'est pourtant ces résultats qui sont utilisés par les constructeurs dans les fiches techniques de leurs véhicules. Ce cycle de test, le NCEC, date de 1973. Il fait uniquement parcourir à la voiture 11 km en 18 minutes à la vitesse moyenne de 33,6 km/h. Les accélérations entre les différentes vitesses constantes sont faibles et la voiture ne roule que 10 secondes à 120 km/h sur toute la durée du test. Pas très réaliste. Même le nouveau test d'homologation, entré en vigueur en 2017, ne tient pas compte des conditions réelles de conduite. Les constructeurs trichent, comme le dénonçait déjà en 2014 l'Association européenne Transport et Environnement. Ce qu'elle a révélé dans un tout récent rapport est choquant. Elle affirme que les constructeurs manipulent les tests en laboratoire et les tests routiers de leurs véhicules. Greg Archer est l'un des auteurs de cette étude. Nous avons fait tester 6 voitures, en suivant exactement la même procédure de test que les constructeurs. Mais nos résultats ont montré que la consommation de carburant et les émissions de CO2 étaient 19 à 28% supérieures aux tests officiels. Cela nous a indiqué que la façon dont les constructeurs automobiles menaient ces tests était très différente de ce que nous pensions. L'enquête a été menée grâce à des informations confidentielles livrées par des ex-employés de grands constructeurs et par des ingénieurs indépendants. C'est là que nous avons commencé à découvrir tout un catalogue de petits bidouillages de la part des constructeurs. Ils le font quand ils préparent le véhicule et aussi pendant les tests, de sorte à obtenir des résultats plus bas. Le rapport détaille une bonne vingtaine de petits trucs utilisés pour réduire la résistance à l'air et au roulement. Les constructeurs et les autorités politiques connaissent bien les limitations du test utilisé aujourd'hui pour l'homologation des véhicules en Europe. Le Parlement européen reconnaissait même que les fabricants de voitures exploitaient les faiblesses de la procédure de test actuelle. Le but, respecter sur le papier les directives européennes en matière de consommation pour homologuer leurs véhicules, même si les consommations en conduite réelle sont bien différentes. Du côté du Bureau européen des unions de consommateurs, on considère que l'adoption d'une procédure de test plus réaliste est une priorité absolue, non seulement pour l'environnement, mais aussi parce qu'une voiture qui consomme plus que ce qu'elle annonce, c'est une charge supplémentaire pour le porte-monnaie des consommateurs.
Il y a un véritable fossé entre ce que vous consommez en conduisant votre voiture et ce qu'en disent les constructeurs. Il y a une différence de 25% en moyenne entre les affirmations des fabricants et ce qui se passe réellement sur la route. Cet écart va même jusqu'à 30% pour certaines voitures. Franchement, on trompe les gens. Des promesses à la réalité, il y a un sacré pas. En 2017, en collaboration avec le Touring Club suisse, À bon entendeur a voulu savoir ce qu'il en était aussi pour les voitures électriques. Les publicités des fabricants annoncent des chiffres. Nous, on était un peu sceptiques. Alors, pour le vérifier, il fallait un test. Et c'est bien la première fois qu'un test comparatif est réalisé en Suisse sur plusieurs voitures électriques. On a choisi les modèles les plus courants. Nous sommes dans le laboratoire de test et d'expertise du TCS à Emmen, dans le canton de Lucerne. Et c'est ici qu'on va tester nos 3 voitures électriques. Si l'on en croit les prospectus des constructeurs, les chiffres annoncés sont conséquents. La Nissan Leaf promet 250 km d'autonomie. L'Opel Ampera annonce fièrement 520 km. Et la Renault Zoé propose une autonomie de 400 km. Lestés du poids d'un passager, de celui de 2 enfants et de 20 kg de bagages en plus du conducteur, les 3 véhicules ont montré une autonomie 40% inférieure aux promesses. Qu'il y ait un écart, c'est normal, puisque ça dépend des usages, ça dépend des conditions de température à l'extérieur, c'est tout à fait acceptable. Mais que l'écart soit aussi grand, ça n'est pas acceptable. Est-ce qu'on peut parler de tromperie? Est-ce que les constructeurs essayent de tromper le consommateur avec des chiffres pareils? Alors, on ne peut pas parler de tromperie dans le sens où quand il y a tromperie ou escroquerie, c'est qu'on ment complètement. Là, non, on donne une information avec des astérisques, avec des explications en bas de page, avec des conditions idéales. Donc on noie le poisson. François Launa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Auto Suisse, c'est l'association suisse des importateurs d'automobiles. Alors quand on voit la différence de 40% entre une autonomie annoncée par les constructeurs et la réalité testée par un bon entendeur, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est toute la crédibilité d'un secteur qui est entaché? Je ne pense pas, mais ce n'est pas une chose qui est très agréable à entendre, mais qui demande quelques explications. L'autonomie d'une voiture est toujours testée sur un banc d'essai avec un test, un cycle qui est prévu par la loi et qui est du reste pas fait par les constructeurs mais par un organisme neutre. La consommation réelle, c'est la manière dont vous roulez sur la route, qui dépend des conditions météorologiques, de la vitesse que vous prenez, du parcours que vous faites, et il y a forcément une différence. Mais est-ce normal qu'il y ait une différence de 40%? C'est quand même énorme. Alors avec le nouveau test qu'on a mis en place maintenant, qui est en vigueur depuis 2 ans, les différences sont énormément réduites. Le TCS a fait des contrôles du reste et les différences sont vraiment minimes. Et de plus, nous devons maintenant effectuer des tests sur route, en conduite réelle, qui doivent correspondre à la façon dont les voitures ont été homologuées. Et là, le TCS a aussi fait plusieurs tests en Suisse qui montrent que les nouvelles normes correspondent à la façon réelle. Vous imaginez qu'à l'avenir, il y aura donc moins de différence, qu'on sera proche des chiffres annoncés par les constructeurs? Alors, j'y crois. On l'espère pour le consommateur, évidemment. Je suis sûr et je suis content parce que les importateurs n'ont pas comme objectif principal de répondre aux lettres des clients qui se plaignent d'un problème qui n'en est pas vraiment un, mais qui est peut-être un problème de manque d'explication à l'achat. C'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes d'autonomie, mais on oublie de dire peut-être que dans ce secteur, il y a eu des progrès phénoménaux ces 5 dernières années. Alors il y a eu des progrès effectivement gigantesques. Si on regarde maintenant la consommation moyenne d'une voiture est d'à peu près 6,5 litres, avec un réservoir de 80 litres qui est courant dans une voiture confortable, vous avez 1000 km d'autonomie. Ça c'est pour l'essence et pour l'électrique. Et pour les voitures électriques, vous avez maintenant à peu près 400 km d'autonomie selon le cycle. En réalité, ça vous fait 320, 330 km. Si vous faites de l'autoroute... Il y a 4-5 ans, on était à 100, 150, 200. Exactement. Il y a 4-5 ans, 150 km, c'était un maximum. Et cette autonomie va probablement augmenter. Mais il faut faire attention qu'on ne fasse pas augmenter non plus le poids des voitures. Justement, alors parlons de poids parce qu'on parle beaucoup de problèmes d'autonomie des batteries, mais on oublie de dire que ces batteries sont extrêmement lourdes. Alors je roule une voiture électrique qui a une batterie qui fait, sauf erreur, 550 kg. C'est énorme. Et c'est complètement fou quand on pense à la simple question de physique. Plus de poids à rouler, plus de consommation d'énergie. Et c'est en contradiction avec la loi sur l'énergie.
Donc là, il y a des progrès à faire encore. Alors il y a des progrès à faire, effectivement, avec des nouvelles technologies qui sont en préparation, de façon à ce qu'on allège le poids des batteries. Mais surtout, où il faut faire du progrès, c'est dans l'électricité qu'on utilise pour rouler. Il nous faut vraiment faire de l'électricité propre. Il y en a plein à disposition, il faut simplement qu'on la capte et qu'on s'en serve. Autrement, ça ne fait pas de sens. Et aussi en circuit fermé, dans notre pays, consommé et produit dans notre pays. Exactement, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Ils ont construit des barrages, on est relativement autonome, pas complètement en hiver, mais on est plus qu'autonome en été. Il faut maintenant qu'on le fasse, qu'on continue dans cette direction, qu'on installe des cellules solaires, qu'on rehausse les barrages, qu'on mette des barrages au fils de l'eau, à condition que le WWF ne nous mette pas partout des oppositions. Et à ce moment-là, on sera autonome avec une énergie propre. Alors on parle beaucoup de voitures électriques, mais c'est vrai que la voiture électrique représente un peu moins de 5% du marché. C'est infime, c'est rien. Est-ce que c'est vraiment la voiture du futur? C'est le début d'une nouvelle ère de l'automobile. Je crois qu'il faut voir les choses comme ça. L'électricité, la voiture électrique n'est pas vieille. On est en gros progrès. On est à 5% l'année passée, 10% cette année. Pour atteindre l'objectif, on doit en faire 25%. Et pour atteindre l'objectif 2030, on doit en faire 50%. Et là, vous pensez que c'est réaliste? C'est réalisable, oui, je pense. Il faut aussi qu'on communique correctement, que les clients comprennent vraiment les avantages. Une fois que vous avez roulé une voiture électrique, vous n'en séparez plus. C'est vraiment vous êtes hyper convaincu, agréable. vous avez une voiture électrique? J'ai une voiture électrique, effectivement. D'une part, je dois connaître ce dont je parle, mais ceci dit, c'est fantastique de rouler avec une voiture comme ça, silencieuse, avec beaucoup de couple, c'est vraiment magnifique. Alors si vous êtes convaincu que c'est la voiture du futur, à quoi est-ce qu'elle ressemblera, cette voiture du futur? Elle sera intelligente, elle va nous aider. Elle sera peut-être plus compacte, parce qu'il faut quand même reconnaître que le volume d'une voiture pose, en tout cas dans les villes, certains problèmes. Elle sera peut-être aussi équipée d'autres systèmes de captation d'énergie, comme par exemple des cellules solaires, mais je pense que ça va rester une petite part d'énergie qu'on va utiliser pour la faire déplacer. On parle beaucoup de pollution sonore. C'est vrai que la voiture électrique, c'est une des solutions pour diminuer la pollution sonore dans les villes. C'est magnifique, on nous oblige maintenant à mettre un bruit artificiel pour que les passants nous entendent passer. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'en ville, il faut faire attention aux piétons qui ne nous entendent pas, mais je crois que tout conducteur consciencieux se doit de faire attention aux autres personnes qui se trouvent sur la voie. Alors ici, on a deux modèles. On a le modèle peut-être du passé, 30 litres de consommation pour 100 km. Ici, une voiture électrique, 0 litre de consommation pour 100 km. C'est deux mondes qui s'affrontent. C'est deux modèles qui montrent une évolution gigantesque dans l'automobile. Effectivement, celle qui est devant moi, elle nous rappelle une ère où la consommation du pétrole n'avait aucune importance, ce qui est toujours un peu le cas du pays d'où elle vient, du reste, les États-Unis. Celle que j'ai derrière moi, c'est une vision européenne de l'électricité, de l'automobile, et je crois que c'est plus raisonnable. C'est plutôt dans cette forme, avec un côté peut-être un peu plus pratique, qu'on va avoir la voiture du futur. C'est plus une voiture plaisir qu'une voiture voiture tous les jours. mais elle a aussi son utilisation. Merci beaucoup François Lona, merci. Merci.